En tout cas, merci pour cette invitation, hein. C'est toujours un plaisir de venir pour partager ce qu'on peut découvrir. Et puis, c'est vraiment en tout cas un honneur. Moi, j'en profite de ce colloque pour en fait, vous présenter une sorte de point d'étape sur toutes les observations qu'on a pu faire sur nos patients en ce qui concerne l'approche sommeil et vigilance. Et c'est relativement... C'est surprenant, mais en même temps, quand on vient ici, on a plein de... En tout cas, moi, j'ai eu beaucoup de réponses depuis ce matin à toutes les questions que je me posais, presque toutes les questions. Je vais vous faire un très bref descriptif sur notre méthodologie, parce que voilà, maintenant, ça fait 3 ans ou 4 ans, voilà. Ça fait 4 ans qu'on suit les patients. Au départ, on avait uniquement des patients qui étaient adressés pour une prise en charge des troubles du sommeil. Puis finalement, on a construit quelque chose avec le professeur Amonet. On a fini par observer le plus de patients possible. Et là, on en a vu, maintenant on en est à il y a plus de 150 dossiers, mais j'ai repris dossier après dossier, j'ai pris ceux qui sont véritablement exploitables, c'est-à-dire complets, et pour la plupart, hein, parce qu'on peut saluer aussi les patients qui prennent le temps de remplir nos questionnaires, qui font des dizaines et des dizaines de pages. En tout cas, ils sont lourds à porter, hein, quand on veut les saisir. Donc on a fait c'est une simple étude descriptive, donc, qui est observationnelle. Donc là, on peut considérer qu'on a 98 patients donc, qui souffrent d'une forme hypermobile ou bien type 3, avec une plainte de fatigue, somnolence et accessoirement de troubles du sommeil. Donc on a fait une exploration complète du sommeil. Qu'est-ce que c'est qu'une exploration complète du sommeil? C'est une polysomnographie. Donc, et on a fait 2 types de polysomnographie, à la fois la polysomnographie ambulatoire, c'est-à-dire en hospitalisation, au laboratoire, et une polysomnographie en ambulatoire avec un enregistrement longue durée sur 24 heures, suivi justement parce qu'on s'est aperçu dès le départ qu'il y avait des plaintes à la fois de fatigue et de vigilance. Certains patients décrivaient même d'authentiques presque syndromes narcoleptiques en décrivant des accès d'endormissement brutaux, irrépressibles, sans qu'on ait l'ensemble du cortège diagnostique dans la narcolepsie, que sont les cataplexies, les hallucinations, etc. Donc on a fait ces enregistrements objectifs, polysomnographiques, et les tests itératifs de latence d'endormissement, et on a même... je ne les ai pas là, les résultats, mais on a quelques sujets pour lesquels on avait recherché l'allèle des QB1 0602 pour être sûr qu'on n'ait pas un croisement entre les lèvres dans l'os et la narcolepsie, compte tenu au départ de cette plainte de somnolence. Et le professeur Amonet me disait, il y a probablement des syndromes des jambes sans repos chez ces patients. Et vous allez voir plus loin. Donc on va aller très vite sur les données sociodémographiques. Donc parmi nos patients, donc on a 19 hommes, ce qui est pas mal, hein, parmi lesquels on a parce qu'au départ, hein, sur les premiers, je me disais, mais il y a pratiquement que des femmes. Finalement, c'est plutôt des sujets jeunes. Donc, c'est des patients qui ont été finalement recrutés par le biais des familles. C'est-à-dire qu'on voit un patient, puis finalement, on fait le diagnostic sur le frère, la sœur, etc. Et donc, en définitive, on voit que c'est de toute façon une maladie qui prédomine de manière féminine. L'âge moyen, donc vous voyez qu'on a un très grand écart type, parce qu'effectivement, ça va de 15 à 75 ans. Donc, et donc on a un âge moyen de 34,9 et un BMI. Donc globalement, on n'a pas trop d'obèses, mais il y a quelques patients qui ont un BMI au-dessus de 30. Mais globalement, on a un BMI entre 20 à 23,76. Si on regarde les antécédents familiaux, et c'est justement, je vous parlais du recrutement, donc dans l'échantillon, dans la population pour lesquels on suit par rapport à la problématique de sommeil et de vigilance, eh bien, 49% répondent avoir des antécédents familiaux. En tout cas, quand on les interroge, finalement, ils s'aperçoivent qu'ils ne sont pas les seuls dans la famille. Il y en a quand même 5% qui ne savent pas. Si on regarde le statut marital, globalement, on a... il y a...
je prononcerai peut-être, mais on a quand même presque un peu plus de 60%, ou que je ne fasse pas de mauvais calcul, un peu plus de 50% qui sont quand même ou divorcés ou célibataires, divorcés, non remariés. Donc on a quand même des sujets qui sont, pour certains, isolés. Même si on a un bon soutien familial quand il est là, on a quand même ce facteur d'isolement. Ce qui peut, je pense que d'un point de vue sociologique intéressant, parce que ça peut aggraver l'anxiété chez ces patients. Et l'anxiété, elle n'est jamais là pour favoriser l'adaptation à une pathologie, surtout quand elle est chronique. Le niveau éducationnel, donc j'ai mis cette petite diapositive juste pour dire que finalement, les patients, et dans l'historique, on voit, on a des patients donc, qui ont un très très bon parcours, et puis brutalement, ça s'arrête, mais on a des parcours qui sont quand même relativement importants, parce que vous avez plus de la moitié de l'échantillon qui a fait des études supérieures. Donc on a affaire plutôt à des gens d'un niveau socio-éducatif élevé. Donc je n'ai pas fait tous les croisements, mais je pense que le niveau socio-éducationnel, il doit intervenir notamment en ce qui concerne dans les troubles du sommeil ou dans les pathologies sommeil et vigilance. C'est ça un facteur qui module la perception des troubles. Donc les données du sommeil. Donc on va d'abord commencer par les données subjectives. Donc les données subjectives, c'est celles qu'on recueille à l'interrogatoire et au questionnaire. Donc quand on a des questionnaires, surtout si on a l'objectif effectivement de diffuser l'information qu'on va recueillir sur ces patients, il faut qu'on utilise des questionnaires validés. Donc les questionnaires qu'on utilise, c'est le PSQI, le Pittsburgh Sleep Quality Inventory, excusez-moi pour l'accent, et qui nous permet justement d'avoir... il y a d'autres questionnaires, lisez, enfin vous allez voir tout ça dans la description. Si on regarde maintenant, donc, sur la durée de sommeil, c'est une durée de sommeil déclarée en semaine. Vous voyez d'emblée, donc on a quand même plus de la moitié de l'échantillon qui dort moins de 7 heures. Et on est à 24% qui sont en dessous de 6 heures. Alors que finalement, de manière subjective, on a plutôt une tendance à décrire un sommeil continu dans la journée. On dit il est tout le temps allongé, il ne bouge pas. Donc est-ce que c'est effectivement le fait qu'il ne supporte pas l'effort? Mais en tout cas, quand on mesure, quand on interroge précisément, on a même des patients qui vont nous déclarer peu dormir. Donc on a plutôt une problématique de privation de sommeil. Maintenant, quand on regarde la dette cumulée, donc théoriquement, cette petite l'histogramme, il aurait dû être dans l'autre sens. Voilà. Donc si on regarde la dette cumulée, c'est-à-dire la sensation donc, de privation de sommeil et le besoin de récupérer, parce que le plus souvent, il peut y avoir une différence entre la semaine et le week-end, soit pour des raisons d'horloge biologique, c'est un petit peu les données vers lesquelles les recherches se poursuivent actuellement, parce qu'on serait peut-être réglé sur en plus du rythme circadien de 24 heures, peut-être réglé sur un rythme de 7 heures. Donc le fait qu'on dorme plus le week-end, c'est peut-être qu'on a notre horloge hebdomadaire qui programme une durée de sommeil augmentée. Mais quand vous regardez ces patients-là, eh bien, ils ont tendance effectivement à dormir autant, là on est en pourcentage, la semaine que le week-end. Donc on n'est pas dans une problématique de privation de sommeil. Ce n'est pas forcément ce qui va prédominer. Ce ne sont pas des dormeurs courts qui sont en privation de sommeil et qui, de ce fait, sont fatigués, somnolents. Si on regarde le chronotype, donc, il est fait à partir d'un questionnaire qui est très simple, c'est le questionnaire de Horne-Hetzberg. Donc, on l'utilise parce que ce sont des standards internationaux, c'est ce qui a été publié, même par exemple sur les travailleurs de nuit, quand on veut étudier le chronotype, on utilise ce type de questionnaire, bien qu'une question très simple, êtes-vous du matin, êtes-vous du soir, ou ni l'un ni l'autre, semblerait aussi efficace que d'utiliser un questionnaire, un chronotype de type Horne-Hetzberg. Quand vous regardez, est-ce que moi je m'attendais à voir surtout, même très majoritairement dans l'échantillon, je me disais, ça doit être des oiseaux nocturnes. Ils doivent être... Mais finalement, non, parce que quand on reprend ces questionnaires et qu'on les standardise et qu'on reprend par rapport à ce que va répondre la population générale, ils sont plutôt neutres. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une tendance plutôt du soir. Et le chronotype peut influencer le type de sommeil, la perception de la fatigue, la perception de la vigilance. Donc, si on regarde maintenant les troubles du sommeil, voyez, quand on regarde les troubles de l'endormissement, parce que maintenant les classifications du sommeil
elles sont très bien faites, hein. Autant des fois on peut critiquer le DSM en se disant oui, c'est pas tout à fait, c'est pas tout à fait adapté à la clinique. Mais là, dans le DSM-5, la nouvelle classification de l'insomnie, elle fait référence à 3 types de troubles, hein. Au moins 3 nuits par semaine depuis plus d'un mois ou 3 mois pour avoir des critères de chronicité. Mais vous avez les troubles de l'endormissement. Le fait d'avoir une incapacité à maintenir son sommeil, donc la fragmentation du sommeil et les éveils nocturnes, et on a les éveils précoces. Avant, il y avait sensation de sommeil insuffisant, non-restorative sleep, sommeil non réparateur, et là, on l'a distingué, le sommeil non réparateur. Donc, parce que le sommeil non réparateur, il serait peut-être plutôt lié à une problématique de somnolence. Ben, qu'est-ce qu'on constate sur nos 98 dossiers bien exploitables? Eh bien que c'est principalement la fragmentation du sommeil qui pose un problème. Donc et quand on regarde le nombre d'éveils nocturnes, ben, en pourcentage, plus de 3, même si ce n'est pas énorme, mais plus de 3, c'est quand même 21% des sujets qui se plaignent de troubles du sommeil ou de mauvais fonctionnement du sommeil, c'est 21% qui estiment avoir un nombre d'éveils supérieur à 3. Quand on prend maintenant l'évaluation de la prévalence de l'insomnie par rapport aux critères DSM-5, c'est-à-dire au moins un trouble, 3 nuits par semaine, depuis plus d'un mois, eh bien c'est 74% de notre échantillon. Mais miracle, on a quand même des bons dormeurs. Ce qui est intéressant, donc ça nous fait 24. C'est-à-dire, même s'il y a une plainte de fatigue, une plainte de sommeil peut-être insuffisant, quand on l'interroge et qu'on reprend sur les questionnaires, sur les données subjectives, on a quand même 26% de bons dormeurs. Donc ce qui va être intéressant, parce que comparer les bons dormeurs à nos insomniaques, bon, si on a un échantillon beaucoup plus grand, là ça devient très intéressant, parce qu'on peut, dans la population des éhlers dans l'os, c'est-à-dire des éhlers dans l'os qui sont diagnostiqués, qui sont d'abord, qui ont la critériologie est adaptée à la définition du syndrome d'éhlers dans l'os. Donc nous, on n'est pas dans un biais de sélection, donc on pourra caractériser la typologie d'insomnie qu'on va retrouver dans ces populations-là. Donc le nombre de troubles, quand vous regardez, le nombre de troubles, ça va être soit 1, soit 2, soit 3. Ce nombre de troubles va définir en quelque sorte la sévérité de l'insomnie. Maintenant, on a 74% d'insomniaques, mais vous voyez, mais il n'y en a que 5% qui sont vraiment sévères et 9% qui sont modérés, et la plupart sont plutôt dans une insomnie simple. Mais cette insomnie, elle suffit, d'après les critères des DSM-5, à justifier d'un approfondissement de l'examen clinique et des examens complémentaires pour vérifier s'il n'y a pas une cause organique à cette insomnie. Donc maintenant, on sait qu'il y a 74% d'insomniaques, 5% parmi ces insomniaques, 5% seulement sont très sévères. Et quand on regarde, qu'on interroge sur les symptômes, vous regardez, moi je ne vois pas très bien, si on regarde le ronflement, 37% sont des ronfleurs, ce qui est beaucoup. Le ronflement, aujourd'hui on s'interroge justement sur le sens du ronflement en médecine du sommeil. Ben, il semblerait qu'il faut donner au ronflement un poids assez important, voire un poids peut-être pas aussi important qu'un syndrome d'apnée du sommeil authentifié, mais le ronflement, il n'est jamais... c'est pas simple. D'ailleurs, on a même cette classification clinique qui est le ronflement simple, mais peut-être qu'il y a autre chose quand on a ronflement. Les crampes, 77% des patients se plaignent de crampes associées à leur sommeil. Mais quand on interroge sur les critères, maintenant qu'on utilise les classifications internationales sur le syndrome des jambes sans repos, donc ceux qui n'ont aucun critère, 17%, 8% ont un seul critère, et 4 critères, ça veut dire 32%, pourraient répondre aux critères des syndromes des jambes sans repos. Après, il faudra voir ce qu'on voit au niveau de la polysomnographie, si effectivement il y a une augmentation des mouvements périodiques nocturnes. Donc vous voyez, on a les crampes dans les jambes, c'est 77% qui sont donc rattachés aux symptômes associés aux perturbations du sommeil. Donc dans 77% des cas, c'est ces histoires de crampes. Mais on vient de voir que les crampes, il y a peut-être beaucoup de choses qui peuvent les expliquer dans la maladie d'éhlers dans l'os.
Quand on prend le score de Berlin, donc ce score de Berlin, qui est une échelle qui a été validée sur des populations françaises, elle nous permet justement de faire le diagnostic clinique d'un syndrome d'apnée du sommeil en définissant plusieurs catégories, ronflement, surpoids, hypertension, somnolence, etc. Donc à partir de là, on définit soit la présence d'une, deux catégories ou plus de deux catégories. Donc à partir de là, on regarde donc cliniquement, quand on interroge ces patients, on a 6% au score de Berlin, alors que le score de Berlin a toujours tendance à surcoter. En plus, la fatigue fait partie des critères, donc on aurait dû avoir plus. Mais finalement, parce que c'est là le croisement hypertension, ronflement, fatigue, somnolence, etc., finalement, en recroisant, on retrouve que 6% de personnes qui, cliniquement, auraient un syndrome d'apnée du sommeil. Quand on prend la fatigue et l'anxiété, fatigue, anxiété, dépression et somnolence. Quand on reprend, on a pris les scores de Pichot, hein, vous connaissez tous cette échelle de Pichot, je ne l'ai plus tout en tête, mais bon, il y a plusieurs items. Donc on a pris un score seuil à 24. Donc, vous voyez, ceux qui sont fatigués, c'est 59%. Mais ceux qui sont somnolents, quand on les interroge à l'échelle d'Epworth, qui ont un score d'Epworth supérieur à 10, c'est 74%. Quand on prend l'anxiété et la dépression, c'est pour ça, moi, j'ai donné une échelle d'Hamilton parce que je ne voulais même pas interroger sur l'anxiété ou sur la dépression. Ben, finalement, la réponse est spontanée. On a 74% de non anxieux à l'échelle d'Hamilton et 87% de non dépressifs. Bon, c'est une échelle. L'échelle d'Hamilton, je crois que si elle a été utilisée justement, c'était en rhumato pour permettre, parce qu'il n'y avait pas suffisamment de psychiatres, donc pour pouvoir faire des diagnostics psychiatriques en dehors d'un service de psychiatrie. Donc finalement, là, on a très peu de dépressifs, très peu d'anxieux. Je ne sais pas si dans mon échantillon, c'est différent, mais globalement, je n'ai pas l'impression qu'effectivement, ces troubles du sommeil, de vigilance, fatigue ou autre, soient corrélés ou soient expliqués par un phénomène anxio-dépressif. Donc voilà, si on résume, ils déclarent être très somnolents et fatigués, mais plus somnolents que fatigués. C'est curieux. Donc les données polysomnographiques, voilà, bon, je suis désolé, là, j'ai livré, je ne sais pas si vous arrivez à lire quelque chose, parce que là, il y a tellement de données. Donc si on regarde globalement, bon, là, je n'ai pas encore épluché ça, mais globalement, la structure du sommeil n'est pas trop modifiée. On n'a pas d'amputation du sommeil lent profond ou du sommeil paradoxal, mais par contre, ce qu'on retrouve de manière assez intéressante, c'est qu'on a quand même un index d'apnée qui reste, qui est perturbé, c'est-à-dire qu'il n'est pas normal. En moyenne, il est augmenté. Ça veut dire qu'on a des sujets qui ont... Oui, je vais essayer d'aller un peu plus vite, oui. Et quand on regarde, on a aussi un index de micro-éveil moyen très élevé. Donc il y a une fragmentation du sommeil, mais il n'y a pas de perturbation complète de l'architecture du sommeil. Quand on prend les troubles respiratoires, vous avez l'index d'apnée du sommeil, donc objectivement, avec la polysomnographie, 26% sont des apnéiques, de modérés à sévères. Les sévères ont été exclus parce que c'était pour des raisons, parce qu'ils avaient été traités, etc. Mais vous voyez, donc on a 26% de syndrome d'apnée du sommeil, de modéré à un certain degré de sévérité. Les syndromes des jambes sans repos, le syndrome des jambes sans repos, il est défini, les mouvements périodiques nocturnes, c'est au-delà de 5, on considère que c'est pathologique. Mais la moyenne des mouvements périodiques nocturnes est assez faible. Ce n'est pas véritablement un problème. C'est-à-dire qu'on n'a pas des syndromes de jambes sans repos invalidants qui pourraient expliquer le retentissement diurne qu'on observe chez ces patients. C'est insuffisant, l'index de mouvement de jambes. Par contre, ces apnées-là, c'est surprenant. Mais on pouvait s'y attendre du fait de l'aspect facial et on va justement réfléchir. Si on regarde ensuite les tests itératifs de latence d'endormissement, vous avez vu 74%, 77% même se disent très somnolents. La latence d'endormissement supérieure à 8, on va la considérer comme normale. Au-delà de 8, elle est normale, ou entre 8 et 10, on a une somnolence modérée. Mais à 95% de ces patients
ont une latence au-dessus de 8. C'est-à-dire qu'ils ne sont objectivement pas somnolents. Quand on le met dans des conditions quasi irrépressibles d'endormissement, ils ne s'endorment pas, ou pas plus que la moyenne. Donc ça, je pense que c'est intéressant. La perception de la somnolence est complètement est non corrélée à la mesure objective de la somnolence. Vous regarderez ici, donc j'ai fait donc il y a les petites corrélations. Donc on voit que l'échelle d'Epworth n'est pas corrélée à la latence d'endormissement. En revanche, la fatigue, les scores de fatigue sont corrélés à la latence objective d'endormissement. C'est-à-dire, plus on est fatigué et plus on va s'endormir, qu'on le déclare ou pas chez ces patients-là. Et c'est cette latence d'endormissement objective, elle est corrélée, on s'y attendait, à l'index d'apnée hypopnée. Ce qui veut dire que la problématique, en tout cas en termes du point de vue de médecine du sommeil, la problématique, c'est la fatigue chez ces patients. Cette fatigue, elle est peut-être due à la fragmentation du sommeil, pas à l'insuffisance de durée de sommeil, mais cette fragmentation, telle que nous on l'observe objectivement, elle est liée à un syndrome d'apnée du sommeil modéré. Mais comment un syndrome d'apnée du sommeil modéré peut autant retentir, donc ce n'est pas le seul facteur explicatif. C'est pour ça que quand on regarde, on a beaucoup de questions à se poser. Vous voyez même encore le Pichot, quand on compare les insomniaques aux bons dormeurs, vous voyez, vous avez un odds ratio. Bon, il n'y a rien qui est ajusté là, mais c'est déjà pas mal de voir ça. On a un odds ratio à 4,5 entre les fatigués versus non fatigués, le fait d'être insomniaque ou bon dormeur. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Pareil pour les latences d'endormissement, mais ça c'est d'autres problèmes. Mais quand on regarde la fatigue, ça reste un problème fondamental et qu'on voit objectivement simplement en analysant le sommeil de ces patients-là. Donc la conclusion, la prévalence des plaintes, elle est très élevée. La durée de sommeil, elle est inférieure à 7 heures, mais cette faiblesse de la somnie, de la durée de sommeil, elle n'est pas corrélée à la fatigue. La typologie du trouble, c'est plutôt les troubles du maintien. Et effectivement, les données objectives, c'est la fragmentation avec surtout cette histoire de SAS modéré. Donc nous, ce qu'on pourrait dire, je vais peut-être passer très vite, parce que moi je disais que j'ai eu plein de réponses ce matin, parce que finalement, peut-être qu'on a des difficultés respiratoires diurnes et nocturnes. Donc les troubles se poursuivent la nuit. Donc la nuit, nous on a quand même pour le syndrome d'apnée du sommeil, on a des données explicatives. Il y a l'aspect des voies aériennes supérieures, les classes d'occlusion, effectivement, parce qu'on a des sujets qui vont faire, qui ont des facteurs anatomiques pour les appeler. Donc ça relève, c'est le B.A.B.A. Avec le paléogival, la rétrognathie, on a vraiment les classes 1 d'occlusion, c'est classique de les voir pour nous. Donc il y a ce problème de proprioception, parce que le fait de dormir, on a également la douleur. Dormir, c'est quand même pouvoir trouver une position adaptée. Donc si on a effectivement cette difficulté, on est constamment dans un éveil. Mais on aurait dû voir plus de troubles de l'endormissement. Il y a également le problème circadien. Vous avez vu qu'on a du sujet neutre et en même temps avec une tendance du soir. Donc nous, ce qu'on pourrait faire, c'est la question qui se pose maintenant. Qu'est-ce qui va expliquer la somnolence ? C'est plutôt le trouble respiratoire. Les apnéiques qui ont un LR dans l'os sont des somnolents. Qu'est-ce qui va expliquer le problème respiratoire diurne ? Moi, je pense qu'il y en a un, avec cette fatigue, la problématique de la dysautonomie, qu'on peut rajouter dans le sommeil, puisqu'effectivement, les troubles du sommeil sont associés également soit causés par des problèmes dysautonomiques, soit à terme peuvent en générer. Donc, quand on regarde ces patients-là, la question qu'on pose, et en examinant, moi je pense que ces patients ont une faiblesse diaphragmatique et principalement avec une tendance à l'obstruction des voies aériennes supérieures. Et donc, ça facilite les apnées du sommeil. Et nous pensons qu'il faut essayer de trouver le mode ventilatoire adapté à ces patients et leur procurer une aide ventilatoire nocturne.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si on met une CPAP à ces patients, ce qu'on donne classiquement dans les syndromes d'apnée du sommeil, c'est très mal toléré. Si on met un autre mode de ventilatoire, il y en a plusieurs, il faut pratiquement assister la ventilation. Donc il faut que, à mon avis, qu'on définisse un protocole très précis pour voir quel sera l'impact sur la fatigue chez ces patients. Et si on a un impact sur la fatigue de ces patients, je pense qu'en soulageant la respiration diaphragmatique, on va créer l'amorce du reconditionnement à l'effort. Parce que les troubles respiratoires, à mon avis, ou cette espèce de faiblesse diaphragmatique chez ces patients, elle entraîne ce déconditionnement à l'effort. Et je pense qu'il y a un autre aspect, et je crois que l'activité physique chez ces patients, en tout cas pour l'aspect sommeil, ça risque d'être un mécanisme très efficace dans la prise en charge. Après, on a les thérapies cognitivo-comportementales qui pourront nous aider. Voilà, je vous remercie de votre attention.